êtes toujours sur Al24 News, mesdames et messieurs, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre pour votre émission Hebdo Show. Et actualité oblige, ce soir on s'intéresse à l'escalade des tensions entre l'entité sioniste et l'Iran. Cela fait 9 jours que l'armée sioniste a commencé à bombarder la République islamique, entraînant une riposte sans précédent côté iranien. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Monsieur Bassem Larj, expert en relations internationales. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Alors je vais vous poser la première question. Monsieur Larj, faut-il craindre le pire à l'heure actuelle ? Oui, pour le moment, toutes les hypothèses restent ouvertes. Ça va dépendre en réalité de l'évolution de la situation en cours et également de la position américaine dans ce conflit. Là, pour le moment, on ne sait pas quelle position exacte les Américains vont adopter. Est-ce qu'ils vont intervenir directement ou non ? Et je pense que s'il y a une intervention directe, ça risque d'aggraver la situation. Et il y a le risque d'une généralisation du conflit dans la zone qui est bien réelle. Très bien. Alors la situation au Moyen-Orient et cette escalade des violences entre l'entité sioniste et l'Iran était au cœur des discussions qu'ont eu le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et son homologue allemand, Frank-Walter Steinmeier, avec la situation à Gaza, mais aussi le conflit russo-ukrainien. Faisal. Absolument. Le président Abdelmadjid Tebboune a reçu un appel de M. Steinmeier, et comme le ministre des Affaires étrangères, M. Attaf a reçu des appels téléphoniques de ses homologues iraniens, jordaniens et autrichiens. Donc il y a une consultation, une concertation par rapport à cette situation actuellement explosive au Moyen-Orient, parce que l'agresseur, l'entité sioniste, voudrait refaire la carte du Moyen-Orient par la violence et la force. C'est une entité qui bombarde la Syrie, qui bombarde le Liban, qui bombarde et qui continue de bombarder le peuple palestinien à Gaza, faisant beaucoup de morts, plus de 56 000 morts, et qui en même temps prétend à son droit à la défense. Donc maintenant, M. Bassem parlait des moyens diplomatiques, parce que oui, cette guerre doit être imposée au peuple iranien, doit être arrêtée par les moyens diplomatiques, et le président américain a fait des déclarations parfois contradictoires, mais lui-même reconnaît que l'entité sioniste n'est pas en mesure de détruire les installations atomiques. Vous notez que cet agresseur, parce que la charte 51, l'article 51 de la charte des Nations Unies donne le droit à l'Iran de riposter et de se défendre, cette entité est en train de bombarder des installations atomiques. Donc vous pouvez imaginer le risque de catastrophe majeure. Donc je pense que les possibilités de négociation, de dialogue, et la partie iranienne a clairement dit qu'elle est disposée à négocier, et l'Algérie officiellement à travers la voie de sa diplomatie a dénoncé cette agression comme d'autres pays arabes l'ont fait et musulmans à travers un communiqué commun, parce qu'il s'agit réellement d'une agression contre un État souverain. Alors avant d'avancer dans le débat, si vous le voulez bien, on va écouter M. Ammar Benjama, donc le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies. C'était hier en Conseil de sécurité. Les attaques d'Israël contre l'Iran sont injustifiées, non provoquées, et foule aux pieds la charte des Nations Unies. Nous réitérons catégoriquement notre condamnation de toute violation du droit international humanitaire. La protection des civils n'est pas facultative. Il s'agit d'une obligation. Défendre le droit international humanitaire revient à préserver l'ensemble de l'humanité. Il est impératif que tout le monde reprenne la voie de la raison. Les négociations avec les 3 pays européens, les E3 et l'Iran, les négociations également entre l'Iran et les États-Unis, facilitées par Oman, demeurent une solution viable et constructive en faveur de la diplomatie. L'Algérie a toujours été convaincue du pouvoir du dialogue. Et nous reprenons à notre compte l'appel du secrétaire général en ce sens. Badis, alors factuellement, il y a un acte d'agression de nature militaire. On l'a bien vu, l'entité sioniste contre un État souverain donc, qu'est l'Iran. Pourtant, le discours dominant, c'est celui de l'exercice de la légitime défense de l'entité sioniste. C'est tout de même incompréhensible, ce dialogue. Écoutez, moi je le vois comme, vous savez, l'entité sioniste frappe la première et pleure le plus fort. Donc, et c'est ça ce qui souligne un peu cette géométrie, cette traitement à géométrie variable, mais surtout de ce double standard, notamment de l'Occident. Mais j'aimerais revenir aussi sur un point très important, ça a été évoqué effectivement, cet appel, cette communication
je dirais, qui qualifie finalement l'Algérie de quoi? D'un carrefour géopolitique qui reste quand même une espèce de colonne vertébrale de la moralité, de la morale au monde. Il est très important de le dire, c'est que l'Algérie aujourd'hui, comme pays pivot, acteur dynamique, notamment dans cette équation aujourd'hui, démontre que l'Algérie a son rôle à jouer, elle est entendue, elle est écoutée, elle est consultée aussi, puisqu'on parle quand même du président de l'Allemagne qui veut impérativement comprendre, connaître effectivement la position de l'Algérie, qui est une position toujours de neutralité, mais attention, je précise, neutralité, c'est pas de l'indifférence, la neutralité, c'est je dirais, le respect du droit international de l'Algérie pour justement privilégier le dialogue et le débat, mais surtout des solutions pacifiques. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une agression clairement caractérisée par l'entité sioniste, qui ne comprend que la violence, effectivement, et qui surtout s'accorde ce qu'elle interdit aux autres, notamment le programme nucléaire. Il est important de le dire. Donc, je pense que la communauté internationale aujourd'hui reste aphone, grâce à des pays comme l'Algérie, grâce à des dynamiques notamment, on pourra en parler tout à l'heure avec ces 20 pays musulmans, arabo-musulmans, font bouger les lignes, mais surtout aussi consolident ce front finalement qui est en train de se créer contre une instance qui est le Conseil de sécurité qui, ma foi, reste impuissant. Mais d'ailleurs, cette impuissance encourage l'arrogance de l'entité sioniste aujourd'hui. Cette immunité, cette impunité notamment l'amplifie. Et aujourd'hui, nous avons vu qu'ils sont capables d'aller vers une guerre généralisée, une guerre globale, au détriment notamment de la stabilité de la planète et non pas que de la région. Monsieur Larrodj, en droit international, la guerre préventive n'existe pas. Voilà, c'est très important de rappeler le droit international dans un contexte comme celui qu'on vit aujourd'hui. En droit international, il y a deux possibilités où on a le droit de recourir à la force armée. Parce que dans le principe, le recours à la force armée est interdit. Mais dans le cadre de la Charte des Nations Unies, on a deux exceptions. Il y a d'abord une exception, c'est lorsque le Conseil de sécurité autorise le recours à la force. Dans ce cas-là, donc, c'est un État recours à la force contre un autre État. C'est légitime, c'est couvert par le droit international. Et l'autre possibilité, c'est la légitime défense. Et lorsqu'un État se fait agresser par un autre État, dans ce cas-là, l'État a le droit de riposter. Et c'est exactement le cas de l'Iran aujourd'hui, qui est en position de légitime défense en réalité. Donc tout le discours qu'on entend, on a une inversion finalement des rôles, pose problème, et qui montre en réalité les doubles standards que certains pays occidentaux appliquent aujourd'hui lorsqu'il s'agit d'Israël. On a vu la même chose par rapport à Gaza. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau concernant cette zone. Très bien. Juste un petit commentaire sur ce qui a été dit. Elle est en violation de l'article 51. L'article 51 de la Charte justement des Nations Unies, effectivement, impose le droit de riposte, mais dans l'attente d'une solution de paix, notamment du Conseil de sécurité. Or, le Conseil de sécurité aujourd'hui ne le pipe pas un mot. Exactement. Et pour revenir sur cette notion de guerre préventive, c'est une notion qui n'a aucune valeur juridique sur le plan du droit international. Elle a déjà été utilisée par les Américains en 2003. Contre l'Irak, pardon. Et donc, en réalité, c'est une manière de justifier une agression, tout simplement une agression armée. Voilà, très bien. Alors avec ce terme, Mehdi, de guerre préventive, on est là aujourd'hui face à une bataille de narratif, comme le disait Badis la dernière fois. Une bataille de communication, c'est évident. Juste avant, je voudrais revenir sur ce qu'a dit notre invité. Depuis 1948, 229 résolutions de l'ONU contre la colonisation à Gaza ont été faites par l'Organisation des Nations Unies. Aucune n'a été respectée. 229 résolutions. Donc je ne sais pas si c'est l'ONU, c'est tous les pays du monde, sauf Israël, il faut me dire. Mais ce pied de nez constant aux résolutions et aux devoirs par rapport au respect des lois de l'ONU, c'est inadmissible. Il faut savoir une chose, c'est que vous avez un dénominateur commun à ce qui se passe actuellement dans le monde, à toutes les tergiversations qui se passent actuellement déjà au Proche-Orient, entre le dénominateur commun de ce qui se passe au Yémen, en Irak, en Syrie, au Liban et au massacre de Gaza. Maintenant, vous me mettez quelle est la pierre angulaire entre tous ces conflits et vous allez trouver que c'est Israël. On a à la tête d'Israël un homme qui est recherché par la Cour pénale internationale, qui a un mandat d'arrêt, d'un mandat de recherche de la Cour pénale internationale. Et personne, aujourd'hui, ne trouve à redire qu'un homme qui est recherché par la CPI peut attaquer des pays comme bon lui semble. Et c'est normal.
et c'est pour ça que je vais dans votre sens, cher Mohamed, vous avez le branle-bas de combat de toutes les chaînes de rédaction des médias mainstream qui vont vous sortir que c'est normal qu'il attaque l'Iran parce que l'Iran a la possibilité de se doter de l'arme nucléaire. Et que pour se doter de l'arme nucléaire, il faut être validé, entre guillemets, par l'Organisation des Nations Unies. Donc, je reprends, pour être validé, pour avoir l'arme nucléaire, il faut être validé par l'Organisation des Nations Unies qui a fait 229 résolutions contre le pays qui attaque l'Iran parce qu'elle ne respecte pas l'ONU. Il n'y a rien qui vous dérange dans tout ça. Il n'y a rien qui vous dérange dans tout ça. De surcroît, c'est un secret de polichinelle que nous savons tous que dans les années 60 à 70, l'arme nucléaire, la bombe atomique a été transmise à Israël. En catimini. Par Guy Mollet. Par la France, Par la France, sans aucun justificatif face à la salle que nous voyons derrière nous. Donc, nous avons un jeu de dupes qui est matérialisé, poussé et instrumentalisé par des médias qui sont à la botte de certains lobbies. Il faut savoir dire les choses. Les mots ont un poids. Ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre que peu importe les justificatifs que pourra donner l'Iran, ça ne servira à rien devant ces gens-là qui n'ont qu'une idée, c'est de détruire tout ce qui est musulman. Chiite, sunni, c'est un autre sujet, mais tout ce qui est musulman. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit d'avoir un État africain qui a la bombe nucléaire. On n'a pas le droit d'avoir un État musulman qui n'a pas la bombe nucléaire. Jusqu'à preuve du contraire. Qui a utilisé l'arme nucléaire? Les États-Unis 2 fois. C'est les États-Unis. La grande démocratie. Où se sont passées les 2 plus grandes guerres mondiales? En Europe. En Europe. Pas d'Africains, pas de musulmans. Mais c'est nous qui sommes considérés comme dangereux en la possession de l'arme nucléaire. Posez-vous les bonnes questions, messieurs. L'Iran a signé, Mahdi, le TNP, le traité de non-prolifération, alors qu'Israël ne l'a pas signé. L'AIEA, qui est l'Agence internationale de l'énergie atomique, ne s'est jamais, curieusement, intéressé au programme atomique développé par l'entité sioniste, notamment la centrale de Dimona. Et à chaque fois, seulement cette année, il y a eu au moins 2 inspections. 2 inspections du directeur de Grossi, rappelle Grossi de l'agence AIEA, qui a été d'ailleurs critiqué par Téhéran parce qu'il dit que nous n'avons pas pu accès, nous n'avons pas pu avoir, etc. Combien d'inspections en Israël de l'AIEA? Il n'y a jamais l'accès d'inspection parce que Israël ne reconnaît pas l'existence des armes avec des ogives nucléaires. Elle a la centrale de Dimona qui a été d'ailleurs bombardée partiellement par l'Iran. Et maintenant, dans le discours, Mahdi, le discours de Netanyahou, qui c'est vrai, un criminel de guerre poursuivi par la Cour pénale internationale. Maintenant, on ne parle plus uniquement du programme nucléaire. Maintenant, il faut détruire aussi le programme des missiles balistiques. Oui. Ça veut dire qu'on est en train d'évoluer, qu'il faut changer le régime. De quel droit un État voyou, parce qu'il faut le nommer ainsi, Israël, se donne le droit de vouloir changer le régime d'un État souverain? Et comment on trouve ça normal en évoquant la défense? Maintenant, on veut même aller plus loin, parce que si vous lisez ce qu'écrivent la presse sioniste, on veut démanteler l'État iranien. Comme ils l'ont fait, ça veut dire qu'ils ont affaibli tous les pays voisins de cette entité. La Syrie, l'Iran, le Soudan, le Yémen, etc. Maintenant, on passe. Et quoi d'autre encore? La Libye également, et la Somalie, et également le Liban aussi, d'autres États. Et là, maintenant, on parle de programme nucléaire, programme balistique, changement de régime, etc. Et du côté occidental, certains pays qui sont pourtant membres permanents du Conseil de sécurité, censés respecter la paix et la sécurité de le monde, qui évoquent le droit de l'entité sioniste de se défendre. Mahdi a raison. Il y a de quoi se poser des questions sur ce Pour moi, l'ONU, je mets les pieds dans le plat. Pour moi, l'ONU ça a succédé déjà à la Société des Nations qui a été remplacée parce qu'elle n'a pas fait son travail pendant la Seconde Guerre mondiale, et l'ONU ne fait pas son travail de pacificateur mondial. Mais moi, l'ONU est malheureusement aujourd'hui sous diktat de certains lobbies occidentaux, et l'ONU n'a plus le pouvoir qu'elle devrait avoir. L'ONU est forte avec les faibles et faible avec les forts. C'est ça tout le drame de l'ONU actuellement. C'est ce 2 poids 2 mesures constant et permanent, sans mauvais jeu de mots avec justement les 5 membres permanents. Et c'est pour ça que l'Algérie insiste pour la réforme. C'est un drame qui se passe sous nos yeux et qui est favorisé
par tout ce qui est média mainstream à la botte de certains lobbies. Alors, Ammar Ben Jamal, l'ambassadeur Ammar Ben Jamal, a évoqué les risques d'incidents radioactifs majeurs, comparables à ceux de Tchernobyl. Est-ce qu'aujourd'hui, la crédibilité du système de non-prolifération nucléaire est remise en cause? Mais depuis longtemps, on parle de la Palestine occupée, de la part des barbares sionistes qui viennent d'Europe. Il faut rappeler que c'est les Européens. L'ONU et ses 3 membres permanents occidentaux contre 2 non-occidentaux, donc ça explique déjà cette mensuétude vis-à-vis de cet État créé par l'Occident. C'est une excroissance occidentale. Il faut éviter le côté juif, machin, ça c'est du baratin. C'est l'Occident au Moyen-Orient, c'est la 9e croisade. Mais c'est des lobbies également. Et c'est la raison pour laquelle tous les lobbies, tout concourt à ça, parce qu'ils sauvent leur petit bébé. Maintenant, il y a 2 choses que je voudrais dire. Les risques nucléaires sont réels parce qu'effectivement, ils ont bombardé Natanz, ils ont bombardé différents sites, mais ils n'ont pas touché en profondeur. Absolument, Machad. Mais ils n'ont pas touché en profondeur. D'abord, une chose, on peut s'enorgueillir de quelque chose de formidable pour l'Algérie, c'est que lorsque le président allemand, le chancelier allemand va téléphoner à l'Algérie, c'est pas pour lui demander. Le président. Parce qu'il va téléphoner à l'Algérie, c'est pas pour leur demander, c'est pas pour la politesse, c'est parce qu'il sait qu'il y a un levier. Parce que l'Algérie est toujours dans une position médiane, elle discute avec tout le monde, avec l'Iran, les Russes, les Américains, sauf les sionistes, et c'est normal parce que c'est des criminels. À côté de ça, la problématique qui se pose, c'est aujourd'hui de se dire, il faut se projeter. Le cancer du Moyen-Orient, et j'utilise le terme à dessein, cet État fabriqué par l'Occident, a détruit la région. Il faut être très clair, avant que ces gens n'arrivent là-bas, il n'y avait pas de guerre. Tout le monde vivait en parfaite intelligence, toutes les religions. Ils sont arrivés, ils ont commencé à métastaser. Ils ont détruit quand même la Suisse du Moyen-Orient. Le Liban, ça a été dit. Ils ont détruit l'Irak, la première puissance industrielle du Moyen-Orient. Ils ont alimenté une guerre entre l'Iran et l'Irak. Ils ont détruit la Somalie, il faut le rappeler. Le Soudan, il faut le rappeler. La Libye, indirectement, ça les a arrangés. Il y a même eu des velléités de menaces sur l'Algérie. Rappelez-vous ce fou de professeur à l'université hébraïque qui commence à dire l'Algérie la prochaine cible, M. Masri. Donc ce M. Masri, il a oublié qu'il faut d'abord passer le cap de l'Iran. Or, l'Iran n'est pas la Libye, l'Iran n'est pas le Liban, l'Iran n'est pas un petit pays. C'est un pays qui n'a jamais été colonisé. C'est une très grande puissance culturelle et industrielle. Et surtout, c'est un pays qui a pris le temps de développer depuis 2000 des systèmes balistiques extraordinaires. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que le risque nucléaire existe. Mais les Américains disent aux sionistes, ne le faites pas. Les sionistes ont passé outre la parole américaine. Ils n'ont pas voulu les écouter. Ils n'ont pas voulu écouter Trump. Ils ont dit, on va y aller, on va l'entraîner avec nous. Et il se trouve que le courant isolationniste aux États-Unis est très fort. Et on a marre d'Israël. Et il se trouve que Trump a donné 2 semaines pour stopper. Parce qu'il sait que dans 2 semaines, ce sera quasiment n'importe quel missile qui passe et qui fait un strike. Donc il faut bien comprendre la chose. C'est que le risque de cet État voyou, Rock State, c'était dit à l'époque par Bush, et on le dit maintenant, cet État voyou est un risque génocidaire, on le sait déjà, mais surtout un risque de faire vraiment des catastrophes écologiques. On appelle ça un écocide. Et il faut comprendre aussi que les Américains ont compris qu'il fallait qu'ils prennent une leçon. Et aujourd'hui, c'est là où je me sens un peu rassuré, on a ces images qui arrivent de partout. Pour la première fois depuis qu'ils ont créé cet État fantoche, aujourd'hui, les sionistes ont pris une raclée. Le siège du Mossad liquidé, le ministère de l'Intérieur liquidé, des bases industrielles liquidées, le port de Haïfa liquidé, le champ pétrolier palestinien qu'ils ont volé généreusement liquidé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils prennent une fessée comme jamais ils ont prise, et à telle enseigne qu'aujourd'hui, et on peut le dire avec une certaine fierté, Netanyahou, ce criminel de guerre avec Smotrich et Ben-Gvir et puis Galland, donc ces criminels qui sont les Hitler du Moyen-Orient, retiennent, je le dis bien, leur population en otage. Est-ce que vous savez que toutes les rampes de lancement de missiles parlent des villes? C'est pas la périphérie, c'est dans les villes qu'elles sont. Et que les Iraniens les ont détruites. Est-ce que vous savez qu'il refuse le départ de sa population? Il a envoyé ses envoyés à l'extérieur. Pourquoi? Parce que s'il fait ça, et c'est ça qui est intéressant, ils nous ont vendu l'invincibilité. Ils étaient intouchables. Dôme de fer. Ils avaient tous des abris anti-aériens, ce qui est un mensonge. Je les vois dormir dans le métro, ça fait rire, des abris. Et surtout, des gens ont perdu leur maison. Est-ce que vous croyez qu'un sioniste qui vient d'Europe et qui a une maison en Europe se dit, je vais retourner dans une terre où je suis détesté par tout le monde? Est-ce que vous croyez qu'il va prendre le risque sur sa vie, sa peau et sa famille? Eh bien, ces gens-là, aujourd'hui, je le dis, parce que moi, les populations civiles qui meurent, quelles qu'elles soient, ça m'écoeure. Eh bien, je dis simplement à ces gens-là, vous avez écouté ce fou dangereux, ces génocidaires, maintenant vous payez le prix de votre sauvagerie parce que l'Iran est une grande puissance et qu'elle monte crescendo. Je vous laisse regarder les derniers missiles tirés, personne ne les comprend. Avec des trajectoires qui ne sont pas balistiques. Il faut aussi savoir qu'il y a une grande révolte au sein même de la population israélienne et des grandes manifestations pour le départ du génocidaire Netanyahou. Tu as vu, je te coupe 2 secondes parce que c'est un régal ça. Vous avez vu la manifestation de jeunes, parce qu'ils ont compris qu'ils étaient pris en otage, jeunes israéliens, qui disaient aux Iraniens en anglais, on est désolé, we're sorry, arrêtez la guerre, ne nous bombardez plus, voilà où on en est. C'est-à-dire que ça les faisait rire de voir les Palestiniens mourir par milliers
avec des maisons aplaties. Ça les faisait rire de voir les hôpitaux bombardés, 37 quand même. Ça les faisait rire de voir effectivement le massacre des Libanais. Ils étaient à la plage, ils faisaient la fête au moment de l'assassinat de Nasrallah, qui est un chef politique. Hein. Mais aujourd'hui, ils rigolent plus. Et c'est là où le changement va se faire. C'est pour ça que j'essaie d'être positif malgré tout. Je pense que cette raclée qu'ils viennent de prendre va changer le paradigme régional. Il faut se rappeler que Netanyahou a dit nous allons remodeler le Moyen-Orient, et c'est lui qui est en train de se faire pâte à modeler. Il y a la prise en otage de la population, pardon, Mehdi. Il y a une prise en otage, pourquoi? Parce qu'il y a une censure militaire qui est imposée. Vous savez qu'il est interdit aux médias de montrer des images, y compris par téléphone. Et on a interdit à Al Jazeera de faire le direct, on a saisi le matériel de TRT, qui est la chaîne turque, et tous les journalistes arabes qui sont accrédités au sein de l'État antitétionniste sont soumis à des contrôles et même à des autorisations écrites. Et c'est vrai qu'il y a une fuite massive, parce qu'il est en train de fuir l'antitétionniste à travers des embarcations vers Chypre, et beaucoup d'experts dont des chiffres, par exemple depuis 2024, qu'il y a eu au moins 1 million d'habitants de l'antitétionniste qui ont quitté ce territoire. Si ces habitants étaient attachés à cette terre, supposée, parce qu'ils nous disent que depuis 3000 ans, ils ont cette terre, la Judée-Samarie, etc. Pourquoi ils la quittent? Les gens de Gaza, par contre, malgré la famine, malgré les bombardements, malgré le manque de nourriture, malgré les harcèlements, malgré toute forme de violence, ils sont restés à Gaza. Ça veut dire que c'est leur terre. C'est ça la grande différence entre un peuple qui a spolié des terres et d'autres qui sont sur leur terre. Est-ce que vous avez vu aussi le scandale, excuse-moi, le scandale qu'il y a eu quand Netanyahou a fait une déclaration à la presse en disant « Moi aussi je souffre, j'ai dû annuler le mariage de mon fils ». Ça a fait un tollé. Les gens enterrent leurs enfants, les gens enterrent leurs proches, et lui se plaint d'avoir annulé le mariage de son fils à cause de l'Iran. Vous imaginez le décalage névrotique de ce mec. Alors, Monsieur Large, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, s'est exprimé lors de la 51e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique. D'abord, il a comparé Netanyahou à Adolf Hitler, ça c'est acté, mais il met également en garde contre un nouvel ordre, ça explique quoi? Est-ce que vous rejoignez ces propos? Oui, il y a une tentative de remodelage du Moyen-Orient qui est menée par Israël aujourd'hui. Déjà, on l'a vu après la chute de Bachar al-Assad, ils ont élargi les zones qu'ils occupent dans le territoire syrien. Ils occupent encore des zones au Liban et ils essayent de remodeler tout ce Moyen-Orient selon une paix, entre guillemets, à l'israélienne, qui irait dans le sens de leur intérêt. Comme on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, on cible l'Iran et au-delà des déclarations officielles de départ qui visaient, soi-disant, à neutraliser le programme nucléaire iranien, on voit que les attaques israéliennes, finalement, commencent à s'élargir pour cibler des zones, des infrastructures civiles, économiques, politiques, etc. Et le but derrière, c'est d'essayer de déstabiliser le régime pour finalement songer le régime iranien. Et là, on parle de plus en plus du fils de l'ancien chah d'Iran, Pahlavi, qui s'était rendu en Israël en 2023 au passage. Et on essaye de le vendre comme, de plus en plus, en tout cas dans les médias américains, israéliens, même s'il n'a aucun point réel en Iran. Les Iraniens, dans leur majorité, n'ont pas oublié également que le régime du Shah était un régime autoritaire et ami d'Israël et des États-Unis. Tortionnaire aussi, parce qu'on veut revenir à la bonne révolution islamique. C'est pour ça que ce que disait Condoleezza Rice, qui était l'ancien secrétaire d'État américain il y a quelques années, le remodelage de la carte du Moyen-Orient est en cours, effectivement, vous avez raison. On est en train de jouer la carte des Kurdes, notamment pour au moins toucher 4 pays, l'Iran, l'Irak, la Syrie et la Turquie. On parle de la Syrie, on essaie de balkaniser aussi l'Iran, etc. Et donc, il y a effectivement des tentatives à travers cette pseudo-guerre. Et la carte religieuse, pardon, chiites, sunnites, des minorités, etc. Et donc, c'est un projet beaucoup plus vaste qu'on le pense. Le prétexte du nucléaire iranien, en fait, n'est qu'un prétexte, alors qu'il y a quand même un État, parce qu'il a été déjà menacé, le Pakistan, qui possède la bombe atomique et qui a naturellement s'est solidarisé avec l'Iran, parce qu'il sait qu'après l'Iran, ils peuvent aussi s'en prendre au Pakistan. Moi j'ai une question, pourquoi ils ne s'en prennent pas la Corée du Nord? Parce Elle est lointaine peut-être. Non, c'est l'arme atomique en réalité. Pourquoi ils ne s'en prennent pas la Corée du Nord? Parce qu'ils possèdent l'arme atomique. Moi, la question que j'ai à poser, en réalité, cette intervention israélienne risque finalement d'encourager les États il y aura une prolifération de sanctuariser le territoire. Vadis, j'ai une question pour vous. Qui donne justement le droit à certains pays occidentaux de posséder cette arme nucléaire et ne la donne pas à d'autres? Comment expliquer ce deux poids deux mesures, Baptiste? Alors d'abord, je reviens sur la Corée du Nord, effectivement, qui est intouchable pour la bonne et simple raison qu'elle a cette dissuasion nucléaire. Mais en même temps, c'est l'antithèse, effectivement, de l'entité sioniste, à savoir
Elle considère dans ce qu'ils appellent une guerre préventive contre toute puissance régionale qui s'adonnerait à avoir un programme notamment nucléaire, y compris l'Iran. Mais d'autres pays comme l'Irak et le narratif de l'Irak à l'époque où on a compris que c'était en fait c'était factice et c'était complètement une pièce théâtrale organisée de toutes pièces. La Corée du Nord, aujourd'hui, que je sache, ne bombarde pas les autres pays avec son nucléaire. Tout comme l'Iran n'a jamais agressé, il faut rappeler. Deux pays n'ont jamais agressé. Non, mais allons, je dirais, dans la stupidité justement du narratif de l'entité sioniste qui considère qu'effectivement tout pays limitrophe qui détiendrait l'arme nucléaire serait une menace pour la seule démocratie du Moyen-Orient, mais surtout une menace pour le monde. C'est ça ce qu'ils vendent aujourd'hui. Et tu disais tout à l'heure, le récit médiatique, c'est ça. C'est que l'Iran est une menace pour l'Occident. Il s'avère que la Corée du Nord, depuis des années, détient cette arme et pour autant, elle laisse tout le monde tranquille, elle ne cherche pas des noises, elle ne bombarde pas tous les 4 matins les pays limitrophes, notamment la Corée du Sud. Donc vous voyez bien qu'il y a une espèce de hold-up, notamment du récit, parce que qui détient le récit détient la géopolitique, qui détient la géopolitique détient effectivement la guerre. Et aujourd'hui, l'entité sioniste l'a compris à travers une ONU, comme je disais tout à l'heure, AFON, qui n'agit pas finalement, l'ONU qui prévient, mais encore une fois qui ne protège pas, on l'a bien vu. Aujourd'hui, ce que vivent le peuple palestinien et iranien, c'est ce que tolère le monde finalement, quelque part entre parenthèses. Donc oui, il y a un prisme, effectivement, il y a un quitus qui a ce monopole d'ailleurs de l'Occident qui détient ce monopole de pouvoir attribuer ou pas l'arme nucléaire. Mais nous l'avons vu. C'est-à-dire que l'arme nucléaire, au-delà de la dissuasion, c'est aussi reconfigurer l'échiquier et les rapports de force, notamment. Exact. Et c'est ce qui fait défaut, notamment aujourd'hui. C'est là où le bas blesse, notamment pour l'entité sioniste, mais pas que, pour aussi ce que j'ai qualifié les parrains occidentaux de l'entité sioniste, qui justement dans un élan de protection, notamment cette entité sioniste à outrance, puisque je rappelle que l'entité sioniste et son armée, c'est la seule armée au monde qui bombarde et qui évoque la morale en même temps. C'est la seule aussi qui... On parle des civils. Absolument. Et qui ne déclare jamais la guerre. Et qui tue des innocents, et pour autant, elle monopolise l'empathie, notamment, et qui interdit en fait la solidarité avec ses victimes. Donc vous voyez bien qu'effectivement, pour le nucléaire, il y a véritablement un modus operandi qui a été établi par l'Occident notamment, pour mettre hors d'état de nuire, c'est même pas affaiblir. C'est-à-dire avoir le monopole de l'arme nucléaire, avoir le monopole de la puissance notamment, et laisser les pays qui, vous l'aurez compris aussi, ce sont des pays en règle générale réfractaires qui ne sont pas dans la même lignée, dans le sillage de la pensée occidentale qui veulent monopoliser. Très bien, merci messieurs. On revient dans quelques instants.